Bonsoir à toutes et à tous. Cher Jean-Louis, c'est un très grand plaisir pour moi et je crois pour vous tous qui êtes ici réunis que de pouvoir te remettre aujourd'hui cette décoration, cet ordre national du mérite. Je pense que finalement tu es assez bien placé pour comprendre la signification symbolique de ce geste. Une médaille, c'est une breloque. C'est quelque chose qui brille et qu'on affiche sur une veste ou sur les épaulettes. C'est un objet de collection qui fait partie d'un processus de valorisation sociale. Je crois que tu refuses cette vision des choses. Et ta présence ici en est la preuve, puisque tu vas au-delà des apparences et que tu, je crois, n'as pas besoin de cela pour réussir. Non, tu donnes à cette apparence, à cet affichage, un sens, une signification, comme tu donnes son sens au design. Et tu as compris que ce qui nous réunit ici ce soir, c'est la célébration, la reconnaissance d'un homme pour son parcours, pour ses choix distinctifs, courageux, pour son amitié et pour son engagement. Cette remise de médaille, c'est donc un moment important dans une vie qui permet de réunir ses proches, ses amis, ses soutiens, de continuer à donner la direction du parcours que l'on a choisi. Et il était important pour moi de pouvoir te remettre cette décoration car tu donnes du sens, je trouve, à l'engagement, qu'il soit professionnel dans ton cas, qu'il soit politique dans le mien. Alors, si justement je regarde ce parcours, les premières étapes, d'emblée, elles revêtent quelques aspérités. Une envie de faire un peu autrement, c'est louche. Des choix distincts. Bon, au départ tout va bien, hein. Tu sors en 1989 diplômé en architecture de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Villemain. Donc tu aurais pu avoir un parcours classique d'architecte, jusque-là tout va bien. Mais les choses commencent à se compliquer, parce qu'à une époque où les doubles cursus, les doubles diplômes étaient très rares, tu choisis de continuer avec un second diplôme d'État dans une autre école qui relève elle aussi d'une filière de l'excellence française, l'École nationale supérieure de création industrielle. Tu choisis donc d'emblée, tout jeune, d'allier la rationalité créative, celle de l'architecture, avec la créativité rationnelle, celle du design industriel. Tu ajoutes à tout cela une sensibilité différente qui permet, et tu le diras toi-même plus tard, de dégager la beauté et le bien de la nécessité et de la complexité. Autre choix peu commun pour l'époque, celle d'être une génération Erasmus avant l'heure, puisque dès tes diplômes obtenus, tu t'envoles et tu pars vers Lisbonne. C'est en 1989. Le Portugal a adhéré quelques années auparavant à l'Union européenne. Voilà un pays qui s'ouvre, qui veut tourner la page d'années douloureuses, qui veut s'internationaliser. Et je crois que tu dois faire partie de celles et ceux qui regrettent profondément le choix du Brexit parce que tu crois en cette Europe de la mobilité, de la création et des idées. Tu rejoins donc l'Institut de recherche et de développement informatique à Lisbonne. Cet institut, il accueille des visiteurs venus d'autres écoles prestigieuses, le MIT, le Carnegie Mellon University. Elle est à l'avant-garde des rapprochements qui s'esquissent
à l'époque entre design et numérique et tu contribueras à forger ces rapprochements tout au long de ton parcours. En 1990, tu rentres à Paris où tu crées, à l'âge de 28 ans, avec Stéphane Bureau, une première agence de design, Fréchin et Bureau. Une première expérience qui te permettra de développer une approche pionnière en accompagnant pendant 5 ans tes clients sur la mutation numérique. Alors je vois que le nom fait sourire, c'est donc que je ne suis pas la seule à m'être interrogée. Fréchin et Bureau, ça pourrait être le nom d'un cabinet de notaire ou de huissier. Alors, j'aimerais connaître les raisons de ce choix finalement très sobre, très simple. Est-ce l'objet d'une dissension initiale avec ton associé pour faire le choix du consensus? Vous avez fait celui de la simplicité, de l'anti-design, peut-être. Pourquoi je suis Axel, pas. Je présente Stéphane Bureau. Voilà, je me doute bien qu'il est là. Nouvelle étape, en 1995, tu intègres Montparnasse Multimédia, fondée par Pierre Raymond, une société éditrice d'un mystérieux support qui est en train de révolutionner le numérique, un support qui dispose d'une capacité de stockage de pas moins de 650 mégaoctets, soit 450 fois plus que les disquettes, qui seront d'ailleurs remisées au placard. Je parle évidemment du CD-ROM. Pendant 6 ans, tu plancheras avec cet objet, cet outil, sur des projets culturels divers, dont beaucoup seront primés, je pense en particulier au Louvre, Collection et Palais, la Résistance, l'histoire de l'aviation. En définitive, tu fais déjà à cette époque le lien entre cet objet connecté qui est le CD-ROM et l'usage qu'on peut en faire. Un usage non pas passif, mais interactif, grâce à une interface sensible pour les utilisateurs et au service d'un projet de médiation culturelle. C'est donc que le design servirait à accompagner nos concitoyens dans une certaine vision d'un certain monde. 2001, c'est une année charnière dans ton parcours, celle qui te permet de passer du statut de pionnier dans les usages du numérique à celui de penseur, de militant, de maker, de praticien du design numérique, et tu crées alors avec quelques autres compagnons de route qui se retrouvent derrière une vision commune, une agence de design. Ce sont Angelo Ciacchio, il faut me corriger si je prononce mal les noms, Laurent François, Uros Petrevski, Janiké Favrel. C'est un peu louche, tout cela sonne très international. Cette agence, elle s'appelle No Design. C'est donc là aussi un contre-pied. Et donc, je, dorénavant, te remettrai une anti-médaille de l'Ordre national du mérite. Ceci n'est pas une médaille, Jean-Louis. Plus sérieusement, peut-être que ce choix permet de signifier à tous l'impérieuse nécessité de repenser, de régénérer à l'ère du numérique cette discipline devenue quasiment traditionnelle qui est le design. Elle est née avec la révolution industrielle, elle a permis de penser les meubles, les machines, les moyens de mobilité. Elle se devait d'évoluer, ce que je dis de l'époque est encore vrai aujourd'hui, pour créer de nouveaux objets, forcément connectés, forcément relationnels, forcément porteurs de sens. Et très vite, le carnet de commandes se remplit. Ce qui frappe encore aujourd'hui, c'est la diversité des clients qui t'ont fait, et je crois le comprendre, te font encore aujourd'hui confiance à toi, à ton équipe. Des grands groupes, divers et variés, Renault, Orange, en passant par Seb, pas les moins innovants, pas les moins numériques. L'État, alors j'ai dû relire 2 fois, l'État dans ses démarches innovantes mises en place, alors c'est data.gouv.fr. Mais nous partageons là une ambition commune, celle d'intégrer plus d'ergonomie dans les outils utilisés par les pouvoirs publics pour entrer en lien
avec les usagers. Cette ergonomie, elle est une condition d'accessibilité et donc d'égalité. Cette ergonomie que permet le design, elle est finalement un critère d'un agenda plus ambitieux de littératie numérique. Et puis tu as aussi des startups de toutes les tailles, j'en vois quelques-unes ici. Des grandes comme Sculteo, comme Parrot, que tu as par exemple accompagné dans le projet RNB6, des petites comme la pédale connectée, The Connected Cycle. Et ces deux derniers exemples sont très emblématiques de ce qu'on appelle la French Touch de la French Tech. Et qu'est-ce que c'est cette French Touch? Eh bien, c'est une France qui est attendue au niveau international dans sa capacité à être attractive, eh bien, qui est attendue sur son esthétique créative, sur cet alliage du beau et du fonctionnel. Et d'autres l'ont compris puisque les deux entreprises ont été primées au Consumer Electronic Show. Donc, quel point commun pour une telle diversité de clients? Bien, je crois d'avoir été convaincue par la vision que tu portes, qui vise à faire sortir le design d'un certain carcan, parfois un peu technique, d'en faire une dimension pleinement artistique, pleinement humaine, pleinement économique aussi, et à ériger les designers en véritables artisans de la transformation numérique. Tout comme les ingénieurs, les designers entendent les contraintes techniques de la production, mais ils savent aussi qu'il faut les sublimer, qu'il faut en garantir l'harmonie des différentes composantes, quelles qu'elles soient techniques ou numériques, au service de l'usage et de plus en plus, et c'est heureux, au service de l'usager. Le design, c'est pour toi, en définitive, être au service de l'humain dans ce que tu nommes une esthétique de la relation. D'ailleurs, le slogan de nos designs est « Le design est l'écart entre les technologies et les gens ». Voilà donc que tu sers à créer des liens, à créer des ponts. Ce message, il est fondamental aujourd'hui. Il est d'autant plus en France, dans notre pays d'ingénieurs qui excellent à construire des ouvrages parfaits au plan technique, mais auxquels il faut ajouter cette dimension d'une esthétique empreinte d'humanité. Je donne l'exemple des ascenseurs de Bercy, vous les avez pris pour venir. Ils sont fonctionnels, mais malheureusement, ils présentent un inconvénient qui est souvent de se refermer avant qu'on ait pu entrer dedans. Et c'est quand même un exemple du fait que l'usager peut devenir un acteur involontaire d'une scène de film comme celui d'un Jacques Tati, par exemple. Et bien finalement, c'est absurde, tu le vois autour de toi, autour de nous, et tu le transformes en objet d'attractivité, de convoitise esthétique. Donc ceci est un appel du pied. J'aimerais passer commande pour que tu revoies le design des ascenseurs de Bercy. Bercy a besoin de toi, Jean-Louis. Plus sérieusement, j'en viens à un troisième aspect de ta personnalité, celui qui t'a toujours donné envie de transmettre cette vision du design numérique pour au final l'inscrire dans le temps long, transmettre dans un cadre universitaire d'abord, puisque dès 1998 tu fondes l'ADN, l'atelier de design numérique au sein de l'ENSI, les ateliers, et tu contribues en particulier à sortir cette discipline de sa vision très classique. Et ces efforts se concrétisent par la création en 2012, 14 ans plus tard, et j'aimerais un jour lire l'histoire de l'écriture de ces années, eh bien, d'un master nouveau design. Au final, ce sont des milliers d'élèves, d'apprenants qui auront pu suivre tes cours et compris ta vision stratégique du design. Et à la sortie de ce master, d'ailleurs, 3 des élèves ont intégré le célèbre Design Group d'Apple. Cette volonté de transmettre, elle se manifeste auprès des étudiants, mais elle passe aussi par des lieux, et forcément des lieux d'un type nouveau. Tu l'as dit, nous vivons non pas un changement d'âge,
mais plutôt un âge du changement. Il faut donc repenser la production, ou plutôt la pensée non séparée des autres cycles que sont la conceptualisation et la distribution pour arriver à des objets industriels mais uniques. Alors où cela? Dans des lieux comme le Fab Lab de l'ENSI que tu as créé et qui renouvelle profondément les interactions entre le créateur et les usagers. Comment, à tout âge, avec des méthodes pédagogiques qu'on peut considérer comme innovantes, comme nouvelles, qui d'ailleurs renouvellent la noble ambition de l'éducation populaire, des méthodes comme celles mises en place par l'association Les Petits Débrouillards, qui fait un formidable travail de terrain et dont tu es le vice-président. Cette transmission, j'ai pu la voir à l'œuvre dans tes talents de médiateur, lorsque, face à des polémiques, des questions réelles, il a fallu concilier des visions opposées entre un monde plus anciennement organisé et un monde nouveau, spontané, qui s'exprime en dehors de celui des corps constitués. Et à chacun de ces événements un peu emblématiques auxquels tu as pris part, eh bien, tu as apporté cette vision humaine du numérique. Je pense aussi à ton engagement auprès du festival Futur en scène. Tu en as été le commissaire en 2012, en 2013, en 2014. Je crois d'ailleurs que c'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je sais que tu restes profondément attaché à cette manifestation. Tu as contribué à en faire un événement unique en Europe, unique car ouvert à tous. Ouvert à tous, cela signifie gratuit. Unique car avec une volonté de montrer non seulement l'innovation technologique de demain, mais aussi et surtout les nouveaux usages d'aujourd'hui et les montrer au grand public. Et c'est lors de l'édition 2012 de Futur en scène que tu avais fait venir à Paris la célèbre Paola Antonelli, designer et conservatrice du département Design et Architecture du Museum of Modern Art. Cette volonté de transmettre, tu acceptes de l'exercer avec les caractéristiques qui font que tu es toi, la simplicité et l'exigence. Un autre événement qui me vient à l'esprit, le hackathon sur la grande école du numérique, organisé en toute complicité en septembre dernier au Palais de l'Élysée. Tu avais accepté d'être coach auprès de jeunes étudiants un peu perdus de se retrouver là et qui avaient besoin d'être guidés. Et bien évidemment une volonté de transmettre à ton entourage proche, familial, et je crois savoir que ta femme Mafalda est ici. Oui? Je la salue. Tes enfants, Laura et Antoine, qui très certainement sont fiers de toi ce soir. Cher Jean-Louis, voici donc quelques traits de ta personnalité qui dessinent effectivement une vraie personnalité faite d'un engagement profond, d'une curiosité insatiable, d'une envie d'idéal confrontée au réel, une personnalité qui a donné aux écosystèmes numériques, à l'innovation, une réelle vision stratégique sur ce design à la française dont nous avons bien besoin aujourd'hui parce que le design il est dans toutes les bouches, mais à force d'être designé, il est parfois un peu partout et donc nulle part, il est un peu dilué. Eh bien non, tu le reconcentres. Pour toutes ces raisons, cher Jean-Louis, et je me tourne vers la huissière. Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Bravo.
Madame la Ministre, cher Axel Lemaire, je suis très gêné parce que vous avez dit tout ce que je voulais dire. Donc il va falloir improviser. Ce jour est important pour nous, je dis pour nous parce que je parle pour le design, car il célèbre une activité dont on n'a pas forcément l'habitude de voir la trace ici au cœur du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. Donc pour ces raisons-là, je suis extrêmement touché pour nous, pour l'école, pour mes élèves qui sont ici, pour ceux qui sont présents, ce qui me fait très plaisir. Et c'est avec une profonde émotion que je vous remercie. Et je suis assez troublé, donc je m'excuse de cette émotion. Nous avons marché à la tête de la révolution des idées, rarement de celle de l'industrie, soulignait déjà en 1886 Marie-Jules Vachon. Dans son rapport sur la crise industrielle, durant les 50 années qui suivirent, la France fut pourtant le berceau de la majeure partie des inventions du XXe siècle. Sans jamais pourtant combler le fossé entre l'art des rois et celui des peuples, c'est-à-dire entre le beau et l'utile, entre la commode et la locomotive, entre culture et industrie. Après-guerre, le Concorde, la déesse parmi tant d'autres merveilles, manifestait la croissance d'une vie meilleure apportée par le progrès. Curieusement, la France a oublié ses mythologies, aidée en cela par la lucidité critique qu'elle a en héritage. Ici, ces inventeurs, ingénieurs scientifiques sont d'abord coupables des cruautés du XXe siècle avant d'être des héros. Ce monde bascule en 1969 avec le premier homme qui marche sur la Lune, le premier vol de Concorde, d'un côté, et de l'autre, le décollage du Boeing 747, le transport de masse, et la mise en réseau de calculateurs qui signe l'invention de l'Internet. Étrange passage de relais qui annonce également les prémices d'une désindustrialisation massive. C'est triste. Ferrarchi. En 1980, l'architecture existe en une croyance éternelle dans la modernité, les préceptes du Bauhaus et l'architecture spectacle postmoderniste. Nous abandonnons le projet d'une exposition universelle en 89, déjà. Certains d'entre nous, je l'avoue, avaient l'étrange sensation d'être nés trop tard. L'informatique nous occupait, mais programmer pour dessiner représentait une distance qui semblait disproportionnée. Les ateliers. Il ne peut y avoir de développement sans invention, sans risque, sans intelligence. L'homme ne pourra plus, dans une société de savoir généraliser, accepter de travailler sans créer ni participer aux décisions. Ainsi parlait François Mitterrand en 1983, lors du célèbre discours de la Sorbonne, et raison pour laquelle l'École nationale supérieure de création industrielle, l'ENSI, a été créée. Je ne sais pas si vous voyez la vision et la puissance de cette phrase. L'ENSI, les ateliers, nouveau lieu de création industrielle, improbable, célèbre la relation entre le faire et la beauté, entre dessin et dessin, entre dessin et ambition, entre culture technique et culture artistique, l'intelligence de la main et la pensée comme outil réconciliés. L'ENSI souhaitait réveiller les situations de production d'intelligence autant que de la manière de faire et de produire les choses. Accueilli dans un lieu singulier, un atelier, par des designers industriels expérimentés et reconnus, qui professaient la culture du projet avec élégance, mais aussi honnêteté, rigueur et bienveillance. Ils inventent la pédagogie française de la création industrielle naissante, des ordinateurs que l'on ne programmait pas, nous disait Hello. R&D, un institut de recherche informatique, l'UNESC à Lisbonne, le premier en Europe à avoir envie de design, un monde s'ouvre. Il semble que finalement cette époque nous réserve de bonnes surprises. L'agence, l'envie de passer à l'acte, aborder tous les sujets, avoir une approche globale, ne jamais rien s'interdire en pleine guerre du Golfe. Imaginer l'industrie comme palette de création, aimer les usines, les objets, les voir disparaître. L'informatique est un outil naissant qui nous donne du pouvoir, on dirait empowerment aujourd'hui. Nous avons naïvement tenté, avec Stéphane Bureau, que vous connaissez tous maintenant, de résister à l'abandon de l'industrie comme économie et comme culture. Mais aussi gommer, et ça nous rassemble toujours, mon cher Stéphane, l'infranchissable frontière entre le monde de la culture et celui de l'industrie. Osez croire qu'un produit est aussi un objet de culture qui parle de nous et de ce que nous sommes. C'est des rangs culturels à la française, changer pour inventer le métier de design d'interface et d'interaction, passer d'une informatique outil à une informatique pour tous comme finalité, aborder avec équilibre contenu, technologie et design, recette vertueuse, devenir auteur, raconter les épopées du XXe siècle, la résistance en France, l'aviation, mais aussi les sciences à la manière pédagogique des petits débrouillards, vous en avez parlé, cher Axel. Montparnasse Multimédia, dont Édouard
et Stéphane sont présents ici, a été une école précoce du numérique et de l'innovation. Cherchez-les. L'ADN, la force d'une intention est de savoir ce que l'on veut, même si on ne sait pas où l'on va. En 1998, déjà, le numérique n'est plus un simple outil, un secteur économique, une destination, mais la fondation d'un changement d'âge plus qu'un âge du changement. L'atelier de design numérique est créé à l'ENSI pour répondre à ce défi esthétique aussi élevé que celui du Bauhaus en son temps. Il s'agit moins de former que d'apprendre, moins de répondre à un besoin que de proposer pour construire des conditions d'une pratique en devenir difficile. Pour innover radicalement, il nous faudra dépasser le connu pour transcender par, au travers et au-delà, les connaissances acquises. Avec la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, avec le dehors, avec l'ouverture, nous établissons des relations avec le monde marchand, social et technique, ce qui n'est pas courant dans notre pays, pour se rapporter au sujet, le creuser, le fouiller, le prototyper. Et ainsi est né le design numérique, large, global, universel. Enseigner, c'est considérer que pour qu'il y ait progrès, il faut un mouvement, et que le désir d'aborder le futur comme une opportunité. Si la compréhension et le savoir sont les préalables historiques de nos actions, et ça nous le savons en France, je pense, donc je suis, agir et faire sont une merveilleuse condition de la création de la connaissance. Engager des élèves dans ces lois est une responsabilité, les croiser aujourd'hui est une récompense. Les chers ici la Lune, Marine, Mathilde, et No Design, c'est pour vous. Pour avoir appelé une agence de design No Design, pourquoi avoir appelé une agence de design No Design? Excusez-moi. Bon, le beau design est celui qu'on ne voit pas, mais c'est surtout les nouveaux objets, les nouveaux objets du design qui nous intéressent. Je vais arrêter de parler de No Design là, parce qu'en fait, vous en avez parlé très bien. Je vais parler de choses qui me tiennent plus à cœur pour nous tous. Cabinet de curiosité. La France change, vraiment. Cette nouvelle école de fabrique numérique avait besoin de son exposition. Une mise en scène du futur, parce que les mythes, la poésie et la musique nous adressent des messages que le langage rationnel traduit mal, disait Edgar Morin. Ainsi est né ce désir de représentation symbolique et collective inspiré des expositions universelles avec Henri Verdier. Comment révéler, exposer, partager la mutation numérique? Comment partager les opportunités de ce monde en construisant avec tous un modèle qui nous ressemble? Tel est Futur en scène. Et Futur en scène me tient à cœur parce qu'il est nous, il est français. Futur en scène, c'est un lieu où l'on pense, comme les salons des Lumières. Futur en scène, c'est un lieu où on fait, comme les ateliers des Lumières chez Radibro. Futur en scène, c'est un lieu où on partage, comme les cabinets de curiosité qui se développent à cette époque. Enfin, pour conclure, mutation numérique. Le nouveau monde industriel bouleverse les frontières, industrie et artisanat, unique et série, marchand et non-marchand, matériel et immatériel, atomes et octets, travail et métier. On le voit en ce moment. C'est dur à expliquer, c'est dur à faire comprendre. Mais les distances aussi entre sciences et technologie qui se raccourcissent. Ce n'est point de transition qu'il s'agit, ni uniquement d'Internet, mais d'une mutation continue, permanente, infinie, durable, qui ne s'arrêtera pas. Souhaitons-nous passer les 10 prochaines années à écouter ce que nous avons appris lors des 10 qui viennent de s'écouler? Réalisons encore une fois notre dessein, notre destin. Pour citer à nouveau Marius Vachon, mettons de l'art en tout ce que nous faisons et élevons notre imagination. Inventons ce projet commun de république avec, grâce et par le numérique qui vous est cher, cher Axel, et rappelons cependant, comme le disait Nietzsche, que nous avons l'art afin de ne pas périr de la vérité. Enfin, pour terminer, un message personnel. Je suis resté sur le sol, héritier de la naïveté et d'un émerveillement vers les concepteurs de la déesse, du Concorde, de Roger Talon et de Louis Pouzin, mais également explorateur des champs artistiques sensibles, profondément attaché à explorer les nouvelles esthétiques numériques. J'ai peut-être eu finalement la chance de naître à la bonne époque. Je remercie pour cela mes maîtres, Jean Deroche, architecte, Marc Berthier, Yves Savinel, Gilles Rosé, mes compagnons et mentors, Stéphane Bureau, Pierre Reymann, Jean-Paul Robert, Alain Cadic, Sylvie Lavaux et mes collègues de l'ENSI, Henri Verdier, Uroš Petrevski, la FING, Cap Digital et bien sûr les No Design. Mais surtout, ma très chère et tendre famille, mes parents, mon frère, mes enfants, mon épouse, et son pays, sans qui je serais un peu incomplet. Merci de l'honneur que vous me faites, Madame la Ministre. Cela nous encourage à poursuivre ces actions pour notre vieux pays aimé, qui en a bien besoin. Je vous en remercie très sincèrement. Et comme vous l'avez dit, j'ai l'impression que les services secrets de la République fonctionnent bien. Le design est la quête éternelle de l'homme, de dégager le bien et la beauté de la nécessité. Vive le numérique, vive le design et vive l'Europe. Merci.
remercier pour ce magnifique discours qui résume tout si bien. Vous êtes désormais autorisés à vous déshydrater. Merci. C'est vraiment une fierté.